Bonsoir, nous revoilà et nous sommes ravis de vous retrouver pour notre club international de 21 samedi avec une sélection d'invités venus d'ailleurs dont les regards étrangers vont éclairer l'actualité de la semaine. Au menu de ce soir, la Chine qui fait étalage de sa puissance à l'occasion du 80e anniversaire de la capitulation du Japon en accueillant une brochette d'autocrates hostiles à l'Occident et Xi Jinping qui lance un avertissement au monde. 中华民族伟大复兴势不可挡，人类和平与发展的崇高事业必将胜利。 Alors où s'arrêteront les ambitions de Pékin? Faut-il craindre la Chine, non seulement comme un rival économique, mais aussi militaire? Ou doit-on conserver des relations apaisées avec un partenaire devenu indispensable à l'équilibre du monde? On en débattra. Puis nous recevrons notre invitée du samedi, Germaine Acogny, danseuse et chorégraphe franco-sénégalaise, qui rend hommage à Joséphine Baker dans un spectacle qu'elle monte au Théâtre des Champs-Élysées, pile 100 ans après les débuts de Joséphine Baker avec la Revue Nègre sur cette même scène parisienne. Et en fin d'émission, nous retrouverons l'éblouissante Natacha Triou, bien sûr. Salut Natacha. Salut Renaud. C'est quoi le menu ce soir? Ça vous a pas échappé, à la plage ou à la piscine, on est de plus en plus tatoués en France, mais il y a aussi une nouvelle mode, le détatouage. Ça a piqué ma curiosité. Eh bien, on verra ça tout à l'heure, Natacha. Voilà donc le programme du Club international de 21 samedi. Ça commence tout de suite. Ah, elle est de retour, Valérie Brochard. Voilà. Ça va Valérie? Ça va très très bien. Et vous? Bah oui, dès que je vous vois, oui. Ravi de vous retrouver Valérie. Bienvenue à vous. Jean-Mathieu Pernin, vous aussi, je suis ravi de vous voir, bien sûr. Oui. Je suis resté, ça fait une semaine que je suis là. Vous êtes un peu français, vous êtes même plus qu'une semaine d'ailleurs. Hein. Vous avez gardé la maison. J'en peux plus. Bon, On ravi fait les d'être- peintures maintenant. Là. Heureusement que vous êtes toujours là. Jean-Mathieu, bienvenue à tous les deux. Et voici nos invités de ce soir. Bonsoir Marianne Pierzadeh. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Vous êtes, je le rappelle, rédactrice en chef à France 24. À vos côtés, Daniele Zappala. Bonsoir Daniele, bienvenue. Correspondant, buonasera, j'allais le dire. Correspondant du quotidien italien Avvenire et docteur en géopolitique. Et je crois apercevoir qu'il nous vient des alpages, n'est-ce pas? Richard Verly. Salut Renaud. Salut Richard, correspondant à Paris du quotidien suisse Blick.fr. Bienvenue à vous trois et au pupitre. C'est notre ami Pierre Kroll. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bienvenue Pierre. Je rappelle que vous dessinez pour le quotidien belge Le Soir et l'hebdomadaire belge Ciné Télé Revue. Et je rappelle aussi le titre de votre BD coécrite avec Vinciane Després, Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi, histoire naturelle, aux éditions Les Arènes. Et tout de suite, la première actualité, Valérie, c'est l'enjeu de la taxation des plus fortunés au cœur de la bataille budgétaire en France. Et oui, Renaud, la gauche en a fait un étendard. La droite n'en veut pas, mais reconnaît qu'il y a comme un petit souci d'équité fiscale en France, puisqu'à proportion, les très riches payent moins d'impôts que les autres. Alors, pour rectifier le tir, eh bien, taxer les grandes fortunes redeviendrait la clé du budget 2026. Une idée défendue par un certain Gabriel Zucman, qui propose un impôt de 2% sur le patrimoine des Français qui dépasse 100 millions d'euros. Richard Verly, est-ce qu'elle est là, la solution miracle? Non, je crois pas. Je crois pas. Je pense qu'effectivement, en France, il y a un problème d'inégalité, d'autant que l'opinion publique est très sensible à ces sujets. Sans doute faut-il que les riches, les très riches, parce que là, on parle des très riches. Des ultra-riches. Absolument. 0,1%. Hein. Voilà, Exactement. acceptent de faire un effort supplémentaire, mais il faudrait en même temps tout de même qu'il y ait des réformes crédibles, et notamment des réformes qui freinent les dépenses publiques. Parce que les riches, ça ne vous a pas échappé, sont en général des gens qui savent compter. Et ce qu'ils voient, c'est qu'ils estiment, on peut le regretter, on peut le critiquer, ils estiment que leur argent n'est pas bien utilisé. Donc à mon avis, ce sera assez possible, mais il faudrait faire un effort pour que le donnant-donnant ne soit pas seulement on prend aux riches et on ne réforme pas les dépenses publiques. Marianne Pierzadeh, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe avec la France qui est quasiment parmi les championnes des prélèvements obligatoires, de l'ensemble des impôts pour l'ensemble des Français, et en même temps qui ménage, on va dire, les plus fortunés d'entre eux, ces fameux 0,1%? Oui, il y a un chiffre aussi dont on parle assez peu, c'est qu'en France, il n'y a que 44% aussi des personnes qui payent des impôts. Donc effectivement, il y a les ultra-riches qui parlent d'un impôt confiscatoire, avec cette zone grise, comme disait très bien Richard, on ne sait pas trop, puisqu'on a l'impression quand même que tous les services publics sont en déliquescence, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les écoles, avec régulièrement des manifestations, des professions qui réclament beaucoup plus de moyens, et à la fois donc demander cet impôt qui crée effectivement
en fait, ça montre la scission qu'il y a en France entre ces ultra-riches qui disent qu'il y a trop de prestations sociales, donc qui tablent aussi, qui visent les pauvres, et les pauvres, enfin, ceux des classes plus populaires, qui visent les riches. Donc on sent qu'effectivement, cette tension, elle est exacerbée, avec cette semaine qui s'ouvre, qui va être cruciale, avec ce 10 septembre et ce bloquons tout, où justement, le fait que les ultra-riches ne payent pas assez d'impôts fait partie des revendications des gens qui veulent bloquer le pays. Et avant le 10 septembre, il y a le 8. Et le 8, il y a quelqu'un qui joue son avenir, plutôt mal engagé, et qui lui est très hostile à cette fameuse taxe Zuckman. Et cette personne, c'est évidemment François Bayrou. En effet, pour lui, cette mesure, eh bien, elle ne fonctionne pas. Il le disait hier sur RTL. Écoutez. Créer une fiscalité dérogatoire je devrais dire, contre les entreprises, c'est évidemment, et contre les investisseurs, c'est évidemment contradictoire. J'ajoute une deuxième chose qui est très simple, cette taxe est inconstitutionnelle. Alors Daniele Zappala, ce que redoute le Premier ministre, c'est la fuite des grandes fortunes qui pourraient, par exemple, se rendre, pourquoi pas, en Italie, accusées par François Bayrou de faire du dumping fiscal. Vous avez en Italie un régime fiscal assez attractif pour les plus riches. Je lisais plus 3600 millionnaires en 2025. Est-ce qu'il a raison de s'inquiéter, notre Premier ministre ? Il a parlé de nomadisme fiscal. C'est vrai qu'il y a des Français fortunés qui ont élu en fait leur résidence en Italie, mais en profitant de cette loi qui avait été introduite par Matteo Renzi, finalement. Et donc, c'est le grand paradoxe que Matteo Renzi... Ancien Premier ministre de centre-gauche. Voilà, il y a quelques jours, en fait, disent finalement, mon ami François Bayrou, il ne faut pas se tromper d'ennemis, les paradis fiscaux en Europe sont ailleurs, sont en Belgique, en Irlande, Hollande, etc. Donc là, c'est vrai que cette affaire, en fait, montre clairement qu'il y a aujourd'hui en Europe un véritable tabou, celui de l'harmonisation fiscale. On a en fait construit les marchés uniques, mais finalement, même des pays qui devraient se mettre d'accord s'écharpent sur des petites questions, finalement, de quelques quand même contribuables. Alors, taxer les riches, Richard Verlier, on voit que c'est un mouvement mondial. En Suisse, on s'apprête aussi à taxer les riches ? Alors, les riches en Suisse, on les a toujours taxés d'une manière favorable, c'est-à-dire destinée à les attirer. Et ça ne va pas changer. Il y a un climat fiscal plutôt accueillant, on va dire. Non, il y a un climat fiscal très accueillant. L'objectif de la Suisse est d'attirer le maximum de riches à travers notamment ce qu'on appelle le forfait fiscal. D'ailleurs, c'est ce qui a été adopté en Italie. C'est-à-dire que vous négociez votre fiscalité. En Suisse, c'est au niveau cantonal, en fonction de la richesse que vous apportez, que vous investissez. Alors, c'est un système, encore une fois, contestable, mais en Suisse, il a prouvé que ça marche, parce que vous fournissez aussi à ces gens un environnement qui leur convient, avec toutes les infrastructures qui leur conviennent. Est-ce que les Suisses que vous pouvez rencontrer sont fiers de ce système ? Non. Régulièrement, il y a des votations, des référendums pour les supprimer, ces forfaits. Dans quelques endroits, à Zurich notamment, ça a été supprimé, mais globalement parlant, ça participe à la richesse du pays. Marine Pierzadeh, est-ce qu'il n'y a pas en France aussi une autre spécificité qui tient plus au débat public et même un caractère historique du débat public en France, c'est l'aspiration à l'égalité. On a toujours qui fait d'ailleurs évidemment partie du triptyque de notre devise républicaine. Parce qu'il y a les chiffres, en fait. On voit qu'avant les années 90, en fait, cette différence qu'il y avait entre le salaire moyen et le salaire des dirigeants, voilà, le ratio était moins élevé qu'aujourd'hui. En fait, ce qu'on remarque à la faveur des chiffres, c'est que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Enfin, j'enfonce une porte ouverte en disant ça, mais il faut savoir aussi qu'en France, il y a le plus grand nombre de milliardaires en Europe. C'est-à-dire que c'est plus qu'en Allemagne, c'est plus que dans d'autres pays. Il ne faut pas oublier que là, on vient de voir le visage de Bernard Arnault. Ces ultra-riches aussi font du lobbying auprès du gouvernement. Quand François Bayrou parle, attention, ils vont fuir, on sait très bien que les chiffres montrent que l'exil fiscal sera très très faible. Ce sera vraiment marginal. Mais il ne faut pas oublier que ces ultra-riches font aussi du lobbying. Rappelons-nous de cette une de Libération, quand Bernard Arnault voulait partir en Belgique avec cette une, en disant part en Belgique, qui avait fait un tollé. Donc c'est pas la première fois que ce débat arrive dans l'espace public aussi. Un dessin de Pierre Kroll. Oh, vous allez même en avoir deux, parce que je vous ai d'abord dessiné François Bayrou préparant la semaine qui vient. Voilà. Il est dans une agence de voyage, il compte partir très très loin. Partir hors saison, c'est toujours une bonne idée. La madame semble avoir trouvé. Il veut partir le 9, et voilà, elle a trouvé où. Et puis alors, vous avez parlé de l'Italie, merci Marianne, un tout petit peu de la Belgique, parce que
cette taxe Zuckman, là, si elle passe chez vous, ça va encore faire du monde chez moi. On en a déjà beaucoup. Vous savez qu'en Belgique, on n'a pas de taxe sur les grosses fortunes, etc. Voilà. Merci Pierre, Valérie. Chacun sait que vous êtes une grande voyageuse, évidemment. Et chaque samedi, vous nous entraînez donc à la découverte d'un de nos chers voisins européens. Ce soir, vous nous emmenez au Royaume-Uni qui veut restreindre la vente de boissons énergisantes. Et oui, Renaud, les dentistes, les profs et les médecins en rêvaient. Eh bien, le gouvernement britannique l'a fait. Fini le mode turbo chez les ados. Dorénavant, en Angleterre, les boissons énergisantes comme le Red Bull, Prime Energy ou Monster seront interdites à la vente pour les moins de 16 ans. Une évidence pour l'actuel secrétaire d'État à la Santé, tant ces boissons sont dangereuses pour les enfants. Écoutez-le. These are high caffeine energy drinks, the equivalent of 4 cans of Coke in one can in terms of caffeine, and that's before we even look at the sugar and the impact on childhood obesity. In terms of the impact on concentration, on behaviour in the classroom, on their health and well-being. It was in Labour's manifesto, so promise made, promise being kept. Et c'était en effet page 102 du programme travailliste et depuis mercredi dernier dans les tuyaux du Food Safety Act. Les rapports sont unanimes. Ces boissons peuvent provoquer des palpitations, des arythmies. Elles augmentent les risques cardiovasculaires précoces. Le secrétaire d'État à la Santé que l'on vient d'entendre estime que cette interdiction pourrait aussi éviter jusqu'à 40 000 cas d'obésité infantile chez les Britanniques. Alors, la date et les modalités de l'interdiction restent à préciser, mais la vente en magasin, dans les bars, les restaurants, les distributeurs automatiques et même sur Internet, eh bien, cette vente sera proscrite. Une mesure applaudie par le Guardian. Pas de place pour ces boissons dans les mains de nos enfants, pourtant consommées chaque semaine outre-Manche par un adolescent sur 3, âgé de 13 à 16 ans. Alors sans s'y opposer, les commerçants reprochent toutefois à cette mesure de ne pas être assez bien encadrée. Écoutez. There's no point having the regulations unless we have the powers and the resources to back that. So these new rules have to come with strong enforcement powers, more help for trading standards. We need great communication from government so that the first time that customers are hearing this isn't in a store. They understand those are the rules. Mais pas de panique, hein. L'Angleterre a l'habitude des politiques sanitaires strictes. Rappelez-vous, fin 2023, c'est l'ex-premier ministre Rishi Sunak qui ambitionnait d'interdire la cigarette à toute une génération. Un projet de loi repris par Keir Starmer pour que chaque personne née après le 1er janvier 2009 ne puisse jamais légalement acheter de cigarettes. Le texte attend désormais son examen par la Chambre des Lords. Et en ce qui concerne l'alcool, interdiction totale d'en vendre aux mineurs de moins de 18 ans. Aujourd'hui, le gouvernement britannique s'attaque donc aux boissons énergisantes parce qu'à 15 ans, quand on est fatigué, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de boire du Red Bull, Renaud, mais c'est de dormir, tout simplement. Allez, Daniele Zappala, aujourd'hui, le Red Bull, en France, est le 4e produit le plus vendu. Est-ce que nous aussi, on devrait suivre l'exemple britannique ? Je pense que c'est un phénomène qui touche, par exemple, même l'Italie, malgré les régimes méditerranéens tant vantés. Donc, c'est un fléau transversal. On connaît cette épidémie d'obésité. Donc, il est clair que malgré cette vague de libéralisme, malgré cette hausse, bien évidemment, des ventes qui fait en fait la fortune de certains groupes ont laissé en fait des boissons. Et aujourd'hui, cela en fait représente 10% du marché des boissons en Italie, mais également dans d'autres pays. C'est une hausse permanente. Et en Italie, figurez-vous qu'il y a même des jeunes qui en fait utilisent ces boissons énergisantes pour contrecarrer les effets de l'alcool. Donc en provoquant les conséquences des comportements à risque qui ont provoqué une hausse exponentielle des en fait, consultations aux urgences. Pour poursuivre, Mariam Pirzadeh, la prohibition marcherait mieux que la prévention ? Je ne suis pas sûre parce qu'un jeune qui a 16 ans, qui veut s'acheter ce genre de boisson, il trouve toujours, c'est comme les cigarettes, comme l'alcool, il trouve toujours le moyen d'en acheter. Mais moi, j'ai toujours été choquée parce que peut-être qu'on a eu une meilleure prévention, on est peut-être plus âgé et on comprend mieux, mais des personnes que vous voyez dans le métro à 8h du matin avec ces boissons-là dans la main, en se disant c'est pas une boisson comme les autres. Mais est-ce que c'est la loi qui doit régir et même interdire ça ? Est-ce que les lois à caractère hygiénique, en quelque sorte, ne vont pas parfois un peu loin, justement ? Est-ce que c'est pas plus une question d'éducation et autres ? Prévention. Le problème, c'est
quand ça se trouve dans un distributeur automatique, sur un quai de gare, quand on va à l'école, ou dans des collèges ou dans des lycées, effectivement, c'est plus... Voilà, ça va être interdit. Alors en France, c'est interdit dans les établissements scolaires, mais c'est tout. Normalement, oui, mais on peut s'en procurer quand même. Ce sont des boissons c'est pas des boissons anodines. Et j'ai toujours été choquée, moi, de les voir à côté de boissons comme des Coca-Cola, parce qu'il y a quand même eu 2 morts aux États-Unis à cause de ces boissons-là. Parce qu'il y a de la tauréine aussi, des boissons qui peuvent provoquer un arrêt cardiaque. Et c'est vrai que ces boissons peuvent aussi provoquer d'autres petits soucis, n'est-ce pas, Pierre Kroll? Ben oui, vous connaissez le slogan de Red Bull. Red Bull te donne des ailes. Alors c'est quand même un peu osé, parce que quand ça donne de l'obésité, même avec des ailes, on ne bougera pas. En effet, merci Pierre. C'est l'heure maintenant de notre rendez-vous hebdomadaire avec l'employé de la semaine sélectionné par Olivier Boucreux. En l'occurrence, il vient de recevoir le CV d'un nouveau chômeur viré pour une relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée. Nous sommes tous des employés avec un code de conduite à respecter. Même au sommet, la vie privée se gère désormais comme une clause du contrat. Good morning and welcome to Nestlé. C'est qui Laurent Frex, 62 ans, entré chez Nestlé à 24 ans, il n'en est jamais ressorti jusqu'à aujourd'hui. 4 décennies de fidélité au géant suisse, gravissant marche après marche. Chef de produit, directeur commercial, patron de division, puis DG dans plusieurs pays, de la Hongrie à l'Espagne, du Portugal aux Amériques. Ce polyglotte a accumulé autant de miles que de promotions pour finir par un fauteuil de directeur général. Il s'est bâti en prime une image de mentor en pilotant Nestlé Needs Youth, un programme qui a offert des opportunités à 10 millions de jeunes. The youth is the future of the planet, that sounds obvious. Flashback 1962, Paris. Ce fils d'électricien naît sans cuillère en argent dans la bouche et grandit loin des conseils d'administration. À 16 ans, il devient champion de France de handball avant d'obtenir son diplôme à l'EDEC de Lille et rejoindre Nestlé dans la foulée. I can reiterate my deep commitment to Nestlé's culture and values. Un an après sa nomination au poste suprême, c'est la chute. Escándalo en Nestlé, la compañía suiza. Le conseil d'administration annonce son licenciement immédiat sans indemnité. Motif, une relation amoureuse non déclarée avec une subordonnée directe. Signalement via la plateforme interne SpeakUp. Enquête interne sans suite avant une investigation par un cabinet externe. Lui nie la relation, mais rien n'y fait. You're fired. Frex tombe dans un climat post-MeToo où la tolérance zéro redessine les règles. Un patron avec une subordonnée, ça ne passe pas. Le code de conduite est devenu arme de gouvernance, pour le meilleur et pour le pire. Et finalement, pourquoi lui? Parce que sa chute, après celle d'Andy Byron, ex-patron de la start-up Astronomer, surpris par la kiss cam d'un concert de Coldplay, dit beaucoup de l'époque. On vire pour une liaison privée, mais on tolère des scandales bien plus graves, tant que l'action tient. Bon, Richard Verdi, Nestlé, la Suisse, ça rigole pas chez vous? Oui, est-ce qu'on va trop loin ou est-ce que ça vous semble un changement d'époque sain? Sauf que Nestlé, c'est pas vraiment la Suisse. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Nestlé, c'est une entreprise suisse, une multinationale très performante, mais qui se rapproche beaucoup plus par ses comportements, par sa manière de fonctionner des grandes multinationales américaines. Donc, c'est le cas avec cette décision. Absolument, absolument. C'est une entreprise qui a ce type de code. Ce n'est pas vrai de toutes les entreprises suisses. Et par ailleurs, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a aussi sans doute des règlements de compte qui ont eu lieu. L'employé en question avait quitté ses fonctions. La personne avec laquelle le PDG avait cette relation, elle avait quitté ses fonctions depuis plusieurs semaines. Il est donc pas impossible, parce que vous savez, dans ces multinationales, le pouvoir réutilise toujours des bonnes méthodes lorsqu'il peut en profiter pour dégager quelqu'un. Je crois que c'est... On connaîtra la vérité, elle n'est peut-être pas encore tout à fait connue. Et pourtant, Mariam Pirzadeh, est-ce que ce type de mesure n'est-il pas nécessaire aujourd'hui? On a besoin de mettre aussi ce type de garde-fou. Mais c'est assez choquant quand même. C'est un employé qui l'a dénoncé sur une plateforme. C'est une histoire d'amour. Enfin, c'est sûrement une histoire d'amour. Voilà, c'est une subordonnée. Enfin, on parle de MeToo, mais enfin, c'est une relation qui est consentie. Donc, c'est un côté un petit peu choquant quand même. Et je pense qu'à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure aussi où il y a des grandes enquêtes de la part des révélations faites dans les médias, peut-être. Et quand même, Astronomer, le concert de Coldplay, a, je pense, créé un précédent. Ça a eu une onde. Non, mais. Sauf que là, ils ne sont même pas affichés. Là. Non, ils ne sont même pas affichés. Il a nié. Voilà. L'employé pas eu l'imprudence d'aller à un Je pense concert, que cette histoire de l'Astronomer au concert de Coldplay, lorsqu'ils sont pris en flagrant délit d'adultère, à l'époque on ne sait pas que c'est un adultère, a créé un précédent. Je pense que c'est plutôt ça qui crée un précédent et peut-être effectivement des choses qu'on ne sait pas derrière les rideaux. Daniel Zappala, est-ce qu'on est alors justement dans cette époque de rigorisme excessif maintenant? Il y a certainement du rigorisme, mais effectivement, tout à l'heure on évoquait MeToo.
il ne faut pas oublier que c'est l'une des conséquences indirectes. En Italie aussi, ce genre de cas se En produit Italie, en fait, on est assez éloigné quand même du puritanisme Pourquoi donc américain, Pourquoi et donc les conséquences, je pense, auraient été bien différentes. Il n'y a pas en fait cette tradition des finalement protocoles à l'intérieur des grandes entreprises, ce qui a été en fait un effet un peu drôle cet été du cas Coldplay. C'était en fait de voir des concerts où il y avait finalement sur les écrans en fait, un message mi-ironique, mi-sérieux pour dire faites attention lors du prochain morceau. Cela en fait pourrait vous coûter si vous embrassez quelqu'un, vous pourriez être faites attention filmé. À qui vous embrassez. Quoi. Donc voilà, là c'est un peu l'effet, ce qui a fait rire en fait tous les Italiens, mais c'est vrai qu'on est bien éloigné dans le monde du haut management italien, effectivement, de ces excès américains. Un dessin de Pierre Kroll. Oui, ben, on sait peu de choses de la fille concernée. Enfin, Richard en a dit un mot. Moi, ça m'a rappelé l'affaire d'un président américain qui a aussi fait des choses avec une subordonnée. Donc, est-ce que cette pauvre fille, on s'en moquait comme ça chez Nestlé, Monica Lewinsky, vous vous souvenez? Merci Pierre. Valérie, on va aborder un autre dossier de la semaine. Et ce dossier, c'est la démonstration de puissance de la Chine de Xi Jinping. Eh oui, des milliers de soldats au pas, des chars, des missiles, des drones. La démonstration de force militaire place Tiananmen mercredi dernier était saisissante pour célébrer les 80 ans de la capitulation du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'occasion pour le président chinois de s'afficher avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Et d'ailleurs, le dirigeant nord-coréen ne tarissait pas d'éloges sur son impressionnant voisin. Écoutez. 중국 동지들이 그 축제이자 바로 우리의 경사입니다. 기념 행사를 통해서 세계의 평화와 안정을 위해서 영웅적으로 투쟁한 중국 당과 중국 인민의 역사적 공적뿐만 아니라 오늘날 중화인민공화국의 높은 국제적 지위가 힘있게 과시됐으며 이에 대해서 우리는 자기 일처럼 기쁘게 생각합니다. Alors, Mariam Pirzadeh, pour introduire ce défilé, le président chinois a déclaré « La renaissance de la nation chinoise est inarrêtable ». Comment vous interprétez cette phrase de Xi Jinping ? Inarrêtable déjà, alors à plusieurs égards. Déjà, il réunit quand même le club des autocrates de la planète. Il y a le Biélorusse Loukachenko, alors évidemment le Russe Vladimir Poutine. Alors vous avez sur cette photo quand même deux des dirigeants les plus sanctionnés au monde, la Corée du Nord et la Russie. Et une preuve, voilà, vous avez l'Iranien Pezeshkian qui est également sanctionné. En fait, c'est le club des autocrates et des dictateurs qu'il réunit. Et il leur montre il fait une démonstration de force avec un équipement made in China, dernier cri, avec un avertissement très clair aux États-Unis, et notamment une possibilité de bloquer les portes-avions américains, et on pense évidemment à Taïwan. Je veux dire, ils ont une capacité de frappe aujourd'hui. La Chine, on l'a vu, ils l'ont montré, un arsenal absolument très, très belliciste. C'est une déclaration de guerre sans vraiment le nommer. Et c'est un message qui est adressé à Donald Trump qui s'est engouffré là-dedans totalement, puisqu'il a tweeté en disant « Toutes mes amitiés à vous qui étiez en train de conspirer contre les États-Unis ». Donc il est en train de s'opposer, de montrer que c'est un leader qui est sérieux dans un monde qui est totalement déstabilisé par Donald Trump, qui met des droits de douane à tous les pays du monde, même avec ses partenaires, qui a une relation quand même un peu compliquée avec Xi Jinping. On ne sait pas trop où est-ce qu'il veut aller, est-ce qu'il veut le rencontrer, c'est quand même son rêve de le rencontrer, revoir Kim Jong-un aussi. Il veut s'imposer comme un leader naturel de ce nouveau monde. Alors vous l'avez dit, inarrêtable avec Taïwan, on pense tout de suite à ça, mais je pense que tout le monde y a pensé forcément en voyant ces missiles, c'est ça Richard Verly aussi la route inévitable qui peut se passer prochainement, c'est Taïwan, forcément. La route, elle est tracée. Par contre, il n'a pas parlé de Taïwan. Non. Il faut quand même le dire. Donc oui, la route, elle est tracée. De toute manière, elle est tracée et on connaît la date. C'est 2049, le 100e anniversaire de la fondation de la République populaire. Donc l'agenda, il est que Taïwan doit revenir dans le giron de la République populaire d'ici cette date. A priori, Xi Jinping, dans toutes ses interventions jusque-là, a toujours privilégié une solution qui ne serait pas une solution agressive. En ce sens, ce serait plutôt un blocus économique, en tout cas pas agressif sur le plan militaire. On n'est pas dans un registre de conquête militaire. Mais en faisant ce type de parade, ce qu'il veut évidemment, c'est mettre en évidence la puissance militaire de la Chine, c'est démontrer que ce n'est pas Donald Trump, pour reprendre une formule qui a été utilisée par le vice-président américain, c'est pas Donald Trump le nouveau shérif en ville, c'est lui, c'est Xi Jinping. Daniel Zappala, Mariam Pirzadeh évoquait ce club
club des autocrates qui s'est réuni là autour de Xi Jinping et le fait que Donald Trump se soit engouffré justement en tweetant pour instaurer en quelque sorte ce face-à-face. Est-ce que ça veut dire que ce club des autocrates, il peut recruter, s'élargir et que dès lors qu'un État sera ou est anti-américain, en quelque sorte, eh bien, il rejoindra ce club des autocrates, pour reprendre la formule? Il y a en fait un deuxième message qui est un message un peu de séduction, qui est envoyé, il faut le dire, au reste du monde. Aujourd'hui, on est en pleine réorganisation. Et là, il est clair qu'il y a beaucoup de pays qui hésitent entre les BRICS, effectivement, ces nouveaux axes asiatiques. Et bien évidemment, là, je pense indirectement, au-delà en fait, de l'avertissement, il y a vraiment cette manœuvre de séduction. Trump ou Xi Jinping, choisis ton camp, camarade. Exactement. Et il y a des pays qui hésitent, des grands pays comme le Brésil, par exemple, ou les grands pays émergents d'Afrique. Donc, c'est un avertissement aussi pour l'Europe, qui risque de se trouver un peu entre deux chaises. Alors justement, Mariam Pirzadeh, comment doit réagir l'Europe? En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, on est en train de réfléchir à un 19e train de sanctions contre la Russie sur son pétrole et son gaz. Les Iraniens vont être de nouveau sanctionnés avec le retour le snapback donc, de l'accord sur le nucléaire iranien, donc qui est extrêmement sanctionné. Parce que là, il faut savoir une chose, c'est que la Chine, elle joue la concurrence entre la Russie et l'Iran pour acheter le pétrole le moins cher. Et donc leur permettre de survivre économiquement, puisque c'est une manne essentielle, une manne financière essentielle. Donc ça envoie aussi un message à l'Europe que vous pouvez mettre toutes les sanctions que vous voulez. Moi, je réussis à faire survivre ces régimes-là en continuant à acheter le pétrole, en continuant d'acheter le gaz. L'Europe s'est montrée assez silencieuse d'ailleurs sur cet événement. Elle observe, voilà, l'événement de cette semaine, c'était plutôt la rencontre avec Zelensky et les facilitateurs, voilà, c'était plutôt l'Ukraine, le focus de la semaine, mais ça envoie aussi un message à l'Europe. On parle de Donald Trump, mais il faut aussi penser à Bruxelles. Mais ça veut dire, Richard Verly, qu'aujourd'hui, la Chine, c'est l'adversaire, l'ennemi? Non. En tout cas, l'Europe ne peut pas se permettre d'avoir la Chine comme ennemie. L'Europe, elle est coincée. Il faut bien le dire les choses. Elle a besoin d'un accès au marché chinois plus important, et notamment au marché public, les énormes commandes chinoises d'infrastructures pour les entreprises européennes. Elle a besoin d'un partenariat avec la Chine pour contrebalancer ce qui est ni plus ni moins une trahison américaine, il faut quand même le dire, ou une menace de trahison américaine. Et donc, l'Europe, elle doit essayer, avec difficulté, d'être au milieu des deux. Pour l'instant, on continue de vivre, vous, moi, tout le monde, comme si les Américains étaient nos alliés naturels, mais de facto, on doit regarder vers la Chine. Alors du coup, Daniele Zappala, c'est un monde post-occidental qui est en train de se dessiner, plus qu'un monde anti-occidental? C'est toute la question autour justement des États-Unis aujourd'hui. Veulent-ils finalement casser définitivement ces liens transatlantiques qui jusqu'à présent a régi, quand même il faut le dire, l'ordre international? Je pense que le rôle de l'Europe pour essayer quand même de renouer un peu un lien de confiance avec le reste du monde, ce serait de pousser pour une réforme, par exemple, des grandes institutions financières internationales. Là, on voit bien qu'il y a des États énormes comme l'Inde qui hésitent, ils ne savent pas, ils réclament cette réforme même de l'ONU depuis des années et des années. Et donc, bien évidemment, on voit bien Paris qui essaie de séduire New Delhi, on voit bien des initiatives bilatérales, mais finalement, l'Europe devrait essayer d'avoir une action bien plus énergique pour essayer de peser, pour changer, mais dans un sens constructif. Deux dessins de notre ami Pierre Kroll. Oui, Renaud, alors dans le cartoon, un petit peu comme dans le patinage artistique, il y a des figures obligatoires. Là, moi, je ne pouvais pas éviter, évidemment, en parlant de la place Tiananmen, de vous faire un petit rapport. Je suppose que vous reconnaîtrez Trump et von der Leyen. Est-ce qu'ils arrêteront la Chine? Voilà, on en doute un peu. Deuxième dessin, par contre, on a vu un défilé de missiles de toutes les sortes. Et comme message à l'Occident, j'ai imaginé d'en designer un autrement. Voilà. Merci Pierre Kroll, c'est à vous Jean-Mathieu Pernin et à votre télé des autres, puisque cette semaine vous avez regardé comme chaque semaine la télé des autres, en l'occurrence la télé allemande qui explore l'étonnante histoire d'une femme qui s'est fait la belle. Et oui, alors c'est vrai que j'ai découvert à la télévision allemande une histoire hallucinante. Alors c'est vrai que nous journalistes, on a souvent tendance un peu à survendre nos sujets, mais là, pas vous. Je suis monsieur Renaud, il faut le dire, je l'avoue, mais là vous allez voir que le mot hallucinant est même assez faible. Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebig ist nicht zum Haftantritt in der JVA Chemnitz erschienen. Stattdessen soll sie sich ins Ausland abgesetzt haben, so zumindest eine Tonaufnahme, die vor dem Frauengefängnis abgespielt wurde. Dort hatten sich Unterstützer für eine von Liebig geplante Einzugsparty versammelt. Voilà, bon alors,
c'est vrai qu'une militante d'extrême droite qui s'enfuit à l'étranger pour pas purger sa peine, vous allez me dire, dis-moi Coco, ton histoire, on l'a déjà vu, c'est un peu plan-plan. Mais alors attendez, la suite, hein, cette personne néo-nazie, là, que l'on voit, s'appelle Marla Svenja-Liebich. Elle s'est présentée ainsi lors de son dernier procès avec de belles moustaches, car auparavant, Maria s'appelait Sven Liebich et était connue des services de police comme un des animateurs du courant des fans du Troisième Reich en Allemagne de l'Est. Poursuivi pour incitation à la haine, pour des propos xénophobes, transphobes et condamné à 18 mois de prison. Sauf que c'est en tant que femme que Liebich a été condamnée après avoir décidé, en tout début d'année, de changer de genre. Simplement de devenir Marla Svenja-Liebich, un homme violent envers les personnes trans qui décident de devenir une femme. Soit c'est de la rédemption, soit c'est de la provocation. Dans le cas de Marla, il y a peu de doute sur l'intention. Elle a utilisé en fait une nouvelle loi en Allemagne datant du 1er janvier 2024 qui permet de changer de prénom et surtout de genre sans présenter de documents médicaux. De quoi mettre à mal le ministre fédéral de l'Intérieur. Offensichtlich hier wird natürlich das Selbstbestimmungsgesetz missbraucht. Der Geschlechterwechsel scheint hier eindeutig ein Missbrauchstatbestand zu sein. Und die Öffentlichkeit, die Politik, die Justiz soll hier an der Nase herumgeführt werden. Alors si ce néo-nazi a voulu changer de genre, c'est probablement pour deux choses. La première, ridiculiser cette loi hein, qui permet plus facilement de changer de genre et qui fait bondir les milieux ultra-conservateurs et radicaux. La deuxième raison, les conditions de vie seraient, selon son avocat, meilleures hein, dans les prisons pour femmes. Mais un néo-nazi qui n'a jamais eu vraiment de respect pour la gente féminine peut-il être enfermé avec d'autres femmes? La question agite bien sûr les juristes, les politiques, la polémique enfle. Hein. Le débat devient national, l'extrême droite monte au créneau de nouveau contre ce texte qui facilite le changement de genre, du laxisme pur et dire, disent-ils. À gauche, au contraire, on défend la réforme et on accuse le néo-nazi de manipuler l'opinion. Côté féministe, on s'inquiète de voir des hommes prédateurs abuser de ces nouvelles règles pour s'en prendre plus facilement aux femmes. Mais le parquet finit par trancher et Maria va bien intégrer une prison pour femmes, hein, celle de Chemnitz en Saxe. L'incarcération était prévue le 29 août et le comité de soutien, vous allez voir devant la centrale, était à son image, tout en nuances. Hein. Weil ich finde, dass sie richtig Eier hat und dieser Gesellschaft, dieser linksgrünen, versifften Gesellschaft endlich mal einen Finger zeigt. Voilà, la nuance toujours, hein, c'est important. Est-ce que c'est la fin de cette histoire? Eh bien non, pas du tout, parce que justement le 29 août, Maria Svenja-Liebich ne s'est pas présentée à la prison, donc où elle devait être incarcérée, et sur X, eh bien elle a publié ce message. Regardez, on voit derrière les bulbes de la cathédrale Saint-Basile à Moscou. Maria s'est-elle réfugiée en Russie ou au contraire trompe-t-elle à nouveau son monde? Alors en même temps, se réfugier à Moscou quand d'homme on est devenu femme n'est pas la meilleure des destinations, hein, vu la restriction des droits pour les personnes transgenres actée par le régime de Vladimir Poutine. La provocation n'est pas toujours signe d'intelligence. Hein. Exemple numéro 23460, signé donc Maria Svenja-Liebich. Mais on le voit, Mariam Pierzadeh, le détournement de cette loi et cette loi elle-même aujourd'hui provoque en Allemagne cette polémique assez incroyable et continue à faire parler d'elle. Oui, bien sûr. Après, c'est quand même une semaine après, ne pas savoir du tout où elle est. Ça inquiète aussi du niveau quand même des renseignements allemands. Mais ça se voit, en fait, c'est totalement évident qu'elle se moque de cette loi. Elle se met du vernis à ongles dans la salle de juge, dans le tribunal. Donc, cette loi pose problème. Cette loi, elle pose problème. En fait, il a été question. Enfin, cette question-là, elle pose un débat dans plein de domaines, dans le domaine sportif également. On a vu avec les dernières polémiques dans la boxe notamment. Mais oui, est-ce qu'un homme qui a changé de sexe en étant une femme, et on sait très bien qu'en fait c'est juste pour bénéficier et puis d'un traitement plus light, peut être enfermé avec des femmes, c'est une vraie question. Et il faut voir si dans l'avenir d'autres hommes vont faire cette démarche-là pour avoir un système un peu plus clément. Mais moi, ça me paraît assez dangereux qu'un homme comme ça puisse être au contact de femmes dans une cellule enfermée. Deux dessins de Pierre Kroll, et vous allez voir, Pierre Kroll a retrouvé celui qui a inspiré cette femme. On parle de néo-nazi, alors j'ai repris un ancien nazi, moi. Mais comment faire de la caricature dans une histoire qui est déjà à ce point caricaturale? Voilà, je suis une femme, admettons, ça ne saute pas aux yeux. Merci, maintenant, quant à la loi, moi je ne me prononce pas sur cette loi. Lorsqu'on parle d'abus, est-ce que vraiment il est si facile de changer de texte autant de fois qu'on veut, enfin de genre autant de fois qu'on veut en Allemagne avec cette loi-là? Je ne sais pas, on ne va pas en faire. Merci un débat. Mais Pierre, il est maintenant temps d'accueillir notre invité du samedi.
danseuse, chorégraphe franco-sénégalaise, Germaine Acogny ressuscite Joséphine Baker, 50 ans après sa disparition. Elle interprète cette artiste légendaire dans son spectacle. Joséphine, c'est au Théâtre des Champs-Élysées, c'est-à-dire à l'endroit même où Joséphine Baker faisait ses débuts parisiens avec la Revue Nègre. C'était il y a tout juste 100 ans, le 22 octobre 1925. Et Joséphine Baker, Germaine Acogny, vous l'avez rencontrée. Je crois même que vous êtes produites ensemble. C'était au tout début de votre carrière dans les années 70. Mais d'abord, c'est un événement exceptionnel qui va être montré au Théâtre des Champs-Élysées. Et j'ai été invitée à la Hofburg à Vienne et Joséphine Baker chantait et moi, c'était mon premier spectacle. Donc après, moi j'étais là, je la regardais. C'était en 1973. 73. Et après, j'ai eu l'honneur de signer les autographes avec elle. Et c'était pour moi quelque chose d'extraordinaire. Donc je ne pouvais pas imaginer que maintenant... que vous alliez interpréter Joséphine Baker sur scène. Oui. Jean-Mathieu. Justement, comment, avec les yeux de 2025, vous regardez les spectacles de Joséphine Baker en 1925? Parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, ça peut nous paraître quand même une objectivation des corps, en effet, aussi du racisme qu'il peut y avoir par rapport à ce spectacle. Comment vous les regardez, justement? Écoutez, pour moi, Joséphine Baker, elle a libéré les femmes. Oui. C'est la lutte contre les inégalités. Et c'est une résistante. C'est ce que je vois en elle. Oui. Et c'est ce que je voudrais montrer. C'est Joséphine Baker qui a vraiment lutté contre les inégalités et qui n'était pas acceptée aux États-Unis, qui a été vraiment acceptée en Europe, en France. Oui. Mais quand même, quand elle a été à Vienne les premiers temps, c'était une diablesse qu'on accueillait. Donc, après l'avoir rencontrée à Vienne et la voir si majestueuse, je me suis dit... Et ce qui m'a inspirée, vous savez, c'est surtout aux obsèques de Joséphine Baker. Quelqu'un a dit dans la foule, elle est morte, elle est immortelle. Ouais. Et maintenant, elle va revivre dans le corps d'une femme africaine de 81 ans. Elle est doublement immortelle. Elle est doublement immortelle. Elle est avec votre spectacle et puis elle l'est aussi depuis qu'elle est entrée au Panthéon, évidemment. Elle a été panthéonisée. Vous rappeliez que Joséphine Baker a aussi été une grande résistante qui a travaillé pour la France libre pendant la guerre. Quand je suis arrivée à Paris, le matin, je me suis dit, il faut que j'aille au Panthéon. Je suis allée au Panthéon. Et puis, cette résistante, vous savez, moi je suis née au Bénin et j'ai grandi au Sénégal. Donc cette résistante, je vais l'interpréter par les Amazones. Vous savez, les Amazones au Bénin, coupaient les guerrières, les combattantes. Et comme ça que je vois Joséphine Baker maintenant, une combattante. Vous êtes vous-même une militante. Votre art, votre danse est militante. S'il y avait un geste, un mouvement qui représente le militantisme, la résistance, ce serait lequel ? Très bien. À reproduire chez soi si on y arrive. Vous êtes né en 1944. Germaine Acogny, vous le disiez à l'instant, tout à l'heure, que vous aviez 81 ans. Ça signifie que vous pratiquez encore tous les jours la danse, vous dansez tous les jours. C'est un art éternel, lui aussi. Mais vous savez, il faut toujours s'entraîner. Bon, maintenant, j'habite Toubab Dialaw, j'ai l'école des Sables à Toubab Dialaw. Nous marchons tous les matins, mon mari et moi, qui avons fondé l'école des Sables. Tous les matins, nous marchons dans l'eau, au bord de la mer, et je marche. Et après ça, je peux m'entraîner dans les studios. Votre danse, c'est un mélange, en fait, d'influences, de danse contemporaine, de danse africaine. Est-ce que c'est comme ça que vous aussi, vous définiriez votre art? Pour moi, c'est la représentation de l'environnement. Je suis inspirée par l'environnement. Donc, par exemple, le nénuphar, que j'aime beaucoup, le nénuphar, pour interpréter le nénuphar, la tête, c'est la fleur, les bras, ce sont les feuilles. Les fleurs, les feuilles, et le corps, les racines. Et alors, ça devient une méditation. C'est vraiment devenir... interprétation de l'environnement, le corps. Alors, la colonne vertébrale, c'est le serpent de vie, c'est l'arbre de vie, où tout découle. Mariam Pierzadeh. Votre école, elle est au Sénégal. Est-ce que vous imaginez peut-être la mettre dans d'autres pays qui sont en proie à des violences, des règlements de compte interethniques, pour justement être un transmetteur de paix entre les... Vous savez, nous formons des danseurs de toute l'Afrique.
francophones, lusophones, voilà. Donc, quand ils viennent à l'école des sables, ce que leur apprend, il faudrait qu'ils le redonnent aux autres. Alors, nous avons des danseurs, des sablistes dans toute l'Afrique. Donc, pour nous, c'est vraiment interpréter enlever la haine, vous savez, l'amour, danser pour la paix, pour vraiment, comme a fait Joséphine Baker, lutter contre les inégalités. Et c'est ce que nous faisons. Merci Germaine Acogny. Cette école, donc c'est l'école des Sables, hein, que vous avez l'école fondée des au Sénégal, rappelons-le. Et puis donc vous serez à l'affiche du Théâtre des Champs-Élysées à Paris du 24 au 29 septembre dans ce spectacle où vous interprétez Joséphine Baker. Un événement. Un événement à ne surtout pas manquer, surtout que c'est une fois par siècle. Hein, donc voilà, là c'est court. Donc un siècle après justement que Joséphine Baker se soit produite elle-même sur cette même scène, vous disiez qu'il s'agit aussi à travers la danse d'enlever la haine. Mais non, je suis sûr. Bon, tout va bien se passer, d'enlever la haine, de combattre la haine, etc. Justement, en un siècle, vous allez voir, Germaine Acogny, les choses évoluent quand même, n'est-ce pas, Pierre Kroll? Oui, voilà un petit dessin très simple. Simplement, je pensais, il y a 100 ans, devant la Revue Nègre, au Théâtre des Champs-Élysées, combien pensaient qu'elle se retrouverait au Panthéon. Mais vous allez voir, la curiosité, il y en a qui pensent que je vais avoir des bananes. On viendra vous voir en tout cas. Il faut venir voir. Il faut y aller du 24 au 29 septembre. Merci Germaine Acogny. Et voici maintenant l'heure de retrouver qui ça, notre troubadour du samedi soir, Benoît Forgeard et sa dérive de continent. Ce soir, soucieux de l'environnement, Forgeard pose la question: avez-vous signé la pétition contre la loi du plomb? Bonsoir Renaud. Sans Jeux Olympiques pour faire diversion, l'été n'a pas la même gueule. Au moins, celui qui s'achève n'a-t-il pas servi à rien? Et voilà la boulette. Pour m'être insuffisamment informé, m'être laissé émouvoir, j'ai commis l'irréparable, la bêtise de signer la pétition contre la loi du plomb. Pour avoir rêvé, pauvre fou, que ma fille et sa fille après elle épanchent à jamais leur soif à l'eau pure du robinet, j'ai provoqué la censure du Conseil. Adieu veau, vache, acétamipride, betterave dégoulinante de bioéthanol, adieu l'infôme. Gouvernement, attention! Quand tu proposes au Kidam de déposer une pétition en ligne, tu n'es pas à l'abri qu'elle soit pertinente. Gloire à l'étudiante qui a osé se dresser face à cette loi, rétrograde quoi qu'on en dise. Depuis quand nos priorités ont-elles changé? D'abord on produit, ensuite on essaie de survivre, la vie passe en deux, vous êtes sûr? Rappelez-moi au cours de quelle réunion de copro nous avons voté cette inversion dans l'ordre de nos valeurs. Moi non plus, je n'y étais pas. L'affligeant dans cette affaire, ça n'est pas tant ces paysans, le revolver du productivisme sur la tempe qui bousille la nature. L'affligeant, c'est comment certains politiques s'empressent d'enfiler la combinaison double zip pour mieux semer le ressentiment entre gens des villes et gens des champs, alors que le cancer, pionnier du combat inclusif, nous apprécie autant les uns que les autres. Les Français adorent leurs paysans et le prouvent en mettant hors de leur portée les produits nocifs à leur santé. À charge de revanche toutefois, imaginons que 2 millions d'agriculteurs signent bientôt une pétition contre l'usage de ChatGPT, outil prodigieux mais gabegie environnementale dont les effets néfastes sur le climat ne sont plus approuvés. De quoi se mêlent-ils, se plaindrait-on dans les open space? Savent-ils au moins de quoi il en retourne? Leur vision de l'IA n'est-elle pas déformée par certains médias? On mesurerait alors combien il est commode de réclamer le retrait d'un produit quand on ne l'utilise pas soi-même et que sa disparition ne change rien à notre confort. Chapeau Forgeard. Et merci. C'est à vous, Natacha Triou. Ravi de vous retrouver, Natacha. On va méditer avec vous, comme chaque samedi soir. Et ce soir, une tendance qui a piqué votre curiosité après la mode du tatouage. Voici la mode du détatouage. Ah oui, le tatouage, c'est vraiment une pratique culturelle de masse. Autrefois, s'il était plutôt marginal, aujourd'hui, il a séduit toutes les catégories sociales, toutes les générations. Si bien qu'aujourd'hui, 20% de la population est tatouée, contre seulement 10% en 2010. Donc, un Français sur 5, donc probablement une personne parmi nous, mais ça restera notre secret. On dit pas. Nous Jean-Mathieu Non. Pas dire, bon. Maintenant, en tout cas, on observe une tendance, un nouveau marché qui explose, le détatouage. Les centres se multiplient. Sur TikTok, le hashtag #TattooRemoval et le hashtag détatouage cumulent des centaines de millions de vues. On y voit les adieux aux erreurs de jeunesse, les dauphins en bas du dos effacés, le signe tribal sur le biceps gommé. On a même des personnalités qui documentent leur métamorphose. Ici, Leandro de Souza, l'homme le plus tatoué du Brésil, sur près de 95% du corps, après sa conversion religieuse, il regrette
il annule tout. Un processus long et douloureux. Bon, c'est un marché qui surfe sur le business du regret. Eh bien, pas seulement. C'est aussi un phénomène qui accompagne une tendance, celui des clean girls, tendance conservatrice sur les réseaux sociaux. Le hashtag comptabilise plus de 700 millions de vues. C'est esthétique de la femme saine, sans aspérité, sans signe distinctif, une quête de la peau parfaite, sans défaut, bref, pure. Le plus souvent, ce sont quand même des jeunes femmes blanches, issues de milieux favorisés, et qui prônent un mode de vie ultra sain, une beauté naturelle. La tendance glorifie l'uniformisation des corps et on peut l'associer à la montée du conservatisme outre-Atlantique. Donc voilà, le détatouage, ce serait une sorte de nouvelle forme de redistinction sociale. Oui, parce que quand tout le monde se tatoue, finalement, ça devient banal, même mainstream, comme on dit. C'est peut-être cette saturation des corps qui conduit au détatouage, mais on peut aussi voir un nouveau marqueur de notre époque, l'injonction à la quête de soi, qui est permanente, l'appel à la réinvention, qui est omniprésente. Le sociologue Vincenzo Susca appelle ça l'imaginaire de la mutation. Je le cite, « Il s'agit de l'idée que nous sommes passés du principe d'individuation, soit le fait d'être un individu stable, à une identité plus fluide, nomade, liée à la culture numérique. » Donc avec ces techniques laser, le tatouage n'est plus indélébile, il est devenu réversible. Ça correspond donc assez bien à ces nouvelles normes de notre société en mouvement perpétuel. Mais on peut rappeler que cette pratique remonte quand même aux origines de l'humanité, ou presque. La plus ancienne trace dont on dispose, c'est elle, cette momie, Otzi. C'est une momie vieille de 5000 ans, avec cet homme des glaces qui est orné de 61 dessins. Mais on estime que l'on se tatouait déjà il y a 50 000, voire 100 000 ans. Donc le tatouage n'est peut-être pas prêt de faire peau neuve. Merci Natacha, comme quoi, à maman pour la vie, hein, c'est éternel, ça date pas d'hier. Merci à tous les amis. Un dessin de Pierre Kroll. Oui, ben ça, je l'avais senti venir. Moi, j'ai toujours dit à mes amis tatoués, qu'est-ce que vous ferez le jour où vous en aurez marre? Voilà, le détatouage est lancé. Merci Pierre, merci à tous. Lundi à 20h05, vous avez rendez-vous avec l'indépassable et tatoué, bien sûr, Elisabeth Quint. Et on va se quitter en musique avec un clin d'œil à votre chronique, Natacha. Justement, le tatouage n'est plus à la mode, disiez-vous? Eh bien, on va le réhabiliter avec Étienne Dao, forcément, épaule tatou. Tchuss.